Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour ce petit déjeuner d'échange avec Gaspard Koenig. Donc je me présente, je suis Dominique Lozé, je suis premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France et en charge des activités, des événements culturels. Et nous sommes en présence de Thierry Zaveroni, le président, grand maître de la Grande Loge de France. Donc merci d'être là. Je vois des habitués de ces petits déjeuners mensuels. C'est le dernier de cette saison et je vous rappelle que nous essayons de suivre un fil directeur dans la progression de l'organisation de ces petits déjeuners débats. L'année dernière, c'était l'intelligence artificielle. On a encore quelques conférences qui portent sur l'intelligence artificielle. Le 5 juin, notamment, nous aurons le soir une conférence théâtralisée avec Serge Abitboul et Laurence de Villers, à laquelle vous êtes conviés. Et puis nous aurons le 5 juin au soir une conférence avec Corinne Pelluchon qui parle d'environnement, d'existentialisme écologique, pour reprendre le terme qu'elle emploie. Mais c'est notre dernier petit déjeuner avec Gaspard Koenig, et notamment autour de son ouvrage Réconcilier nature et liberté. Alors, je suis très heureux que nous ayons Gaspard ce matin, parce que je pense que nous avons là d'abord une figure emblématique de l'actualité intellectuelle française, mais aussi quelque chose qui semble à beaucoup et qui m'a semblé, moi, il y a quelque temps, assez paradoxal, de concilier une référence affirmée au libéralisme politique et puis des préoccupations environnementales extrêmement fortes. Vous avez peut-être lu Humus, peut-être vous découvrirez son livre Réconcilier nature et liberté, qui sont à disposition avec notre libraire de quartier. Alors effectivement, le libéralisme de Gaspard, il en parlera, mais c'est celui de cette utopie progressiste du début du 19e siècle de Stuart Mill et d'autres, et pas ce néolibéralisme, ou ce que certains appellent l'ultralibéralisme, qui est une vision purement marchande ou économique de cette philosophie politique qui a façonné la pensée européenne pendant très longtemps. Et puis, moi, j'ai été fasciné par son parcours à cheval sur les traces de Montaigne, qui avait fait ce cheminement il y a quelques siècles. Et moi qui suis un grand marcheur et qui suis allé à Rome sur la Via Francigena, cette traversée de la France, j'aurais pas su le faire ni avec un âne ni avec un cheval, mais cette traversée de la France est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et beaucoup intéressé. Fort heureusement, Gaspard, à l'inverse de Montaigne, ne nous a pas fait part de ses tracasseries digestives, ce que son illustre prédécesseur ne manquait pas de faire. Mais vraiment, c'est très intéressant, et donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Après, comme dans toutes ces matinées, nous aurons une phase de questions et d'échanges. Et puis ensuite, comme je l'indiquais dans le mail que je vous ai envoyé, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas cette maison, je vous montrerai le grand temple de la Grande Loge de France, qui est au-dessus de nous, entre 10h et 10h30. Puis je répondrai à vos questions s'il y en a sur le bâtiment et éventuellement sur la Grande Loge. Gaspard, à vous. Bien, bonjour à tous. Comme il a été excellemment dit, je viens du libéralisme classique du 19e, de John Stuart Mill, de Tocqueville, et j'ai été happé, notamment suite à ce voyage à cheval, par la question écologique. Et quand on commence à s'y intéresser, de manière purement rationnelle, et quelle que soit au fond l'idéologie dont on vient ou les écoles auxquelles on appartient, on ne peut que constater l'ampleur en fait du sujet, son urgence, sa gravité. Et je reconnais qu'il y a une tension que je résumerai entre les deux propositions, que je résumerai par un syllogisme relativement imparable, me semble-t-il. C'est que la nature peut exister sans la liberté humaine, mais la liberté humaine ne peut pas exister sans la nature, sans les écosystèmes qui nous nourrissent aujourd'hui. Et que donc, si on devait, c'est une expérience de pensée, bien sûr, à laquelle j'espère ne jamais être confronté, mais si on devait choisir entre une dictature verte et un libéralisme écocidaire,
eh bien, je choisirais la dictature verte parce que ce serait la seule chance de survie. Et on comprend mieux donc la tension historique entre le libéralisme et l'écologie, qu'on trouve chez Popper, qui est Karl Popper, qui finit par détester les Grünen dans les années 80, qu'on trouve dans nos latitudes chez Luc Ferry, qui écrit Le Nouvel Ordre écologique dans les années, je crois, dans les mêmes années, 70-80. Il y a une inquiétude très forte, puisqu'évidemment les libéraux se disent, mais au nom de la nature, on va nous priver, et presque à juste titre, j'ai envie de dire, on va nous priver de toute liberté humaine qu'on a inventée, qu'on a développée, de toute cette capacité de choisir, d'avoir une infinité de possibles, d'avoir peut-être une croissance aussi inarrêtable. Et on retrouve cette tension à l'origine même, je pense, de cette philosophie, puisque Tocqueville, notre grand, enfin en tout cas mon grand maître à penser, écrit un petit texte assez peu connu qui s'appelle 15 jours dans le désert, qui est publié à titre posthume. Et après avoir fait son grand tour donc, d'Amérique, qui donnera la démocratie en Amérique, et bien, il finit par 15 jours de vacances, en fait, et à cheval aussi, avec son ami Gustave de Beaumont, et ils vont traverser les forêts du Michigan, comme ça, pour voir, pour visiter. Il rencontre les peuples premiers. Il est d'ailleurs tout à fait fasciné par l'esprit d'égalité qui y règne. Et puis, il est également émerveillé par la forêt primaire qu'il traverse. Il constate notamment que les troncs d'arbres morts sont laissés à terre, pourrissent, et donc que cette mort lente, il faut des siècles pour décomposer un tronc, régénère la vie, régénère la forêt. Et il se dit, tout ça va être détruit. Tout ça va être détruit, tout ça a été détruit d'ailleurs factuellement dans les forêts du Michigan. Tout ça va être détruit par la civilisation, l'industrialisation, que par ailleurs, j'appelle de mes voeux, enfin en tout cas à laquelle je ne m'oppose pas. Et on trouve dans ce texte de Tocqueville un regret en fait. Il dit je me dépêche d'en profiter parce que tout cela va disparaître. On trouve aux origines même du libéralisme un regret par rapport à tout ce qu'il va détruire. Et donc la question que je me pose et que je poserai dans cette conférence, c'est comment, alors la question que pose Serge Audier, qui est un philosophe qui a travaillé aussi sur tous ces textes-là, comment est-ce qu'on imagine une société ouverte, pour reprendre les termes de Popper, qui soit aussi écologique. Et pour essayer de répondre à cette question, je vous propose de repartir du sol, puisque chacun a son point d'entrée dans cette question. Certains, c'est le carbone, certains, c'est les poissons, certains, c'est les ours blancs. Moi, c'était les vers de terre, à travers mon roman Humus. Vers de terre, l'espèce la plus importante de l'évolution naturelle, nous dit Darwin, donc à ne pas sous-estimer. Mais au-delà des vers de terre, je vais vous parler de l'humus. Je vais vous parler de la terre. Je vais vous plonger dans l'humus qui est sous nos pieds, là, à quelques centimètres. Vous voyez des arbres pousser dans Paris, c'est parce qu'ils ont accès à des sols, alors qu'ils sont des sols souvent quand même très industriels, qui sont des sols pleins de remblais. Mais enfin, il y a du sol sous nos pieds aujourd'hui, et la couche de bitume avec laquelle on essaye de les recouvrir est au fond assez fragile. Et cet humus, il a un rôle, évidemment, agronomique, fondamental, mais il a aussi un rôle métaphysique, puisque c'est lui qui transforme la mort en vie. L'humus, cette couche de 40 cm de sol vivant qui entoure la planète, quand on dit qu'on veut sauver la planète, on ne veut pas sauver la roche, on veut sauver ça. Une couche extrêmement précieuse, qui est le fruit de centaines de millions d'années d'évolution, qui est extrêmement complexe, qu'on connaît encore très mal. Cette couche-là, c'est de la nécromasse, en fait. C'est de la mort. Ce sont tous les cadavres d'animaux, de végétaux surtout, qui se décomposent et qui sont décomposés par tous les petits animaux qui constituent le sol, mes amis les vers de terre, mais aussi les champignons, mais aussi les bactéries. Vous avez dans une cuillère de sol 10 milliards d'êtres vivants, davantage que d'êtres humains sur la planète, et qui mangent, en fait, qui décomposent les molécules des corps organisés, qui sont des molécules complexes, et qui vont couper les liens entre ces différents éléments biogènes, qui vont les rendre au sol, et qui vont permettre à une nouvelle vie d'émerger. C'est comme un Lego, si vous voulez. Le sol, il décompose le Lego de la vie, il le réduit à ses éléments premiers, et il permet à de nouveaux organismes d'exister. Et donc, il n'est pas étonnant si étymologiquement humain vient d'humus, de même que humilité, et si, évidemment, dans toutes les grandes religions, l'homme vient de la terre et y retourne. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce que fait le sol, c'est que non seulement il permet à la vie de se régénérer, mais quelque part, il permet à la temporalité de la vie sur Terre d'advenir. C'est-à-dire que sans sol, expérience de pensée, les cadavres s'empileraient, génération après génération, jusqu'à boucher l'horizon, et le temps s'arrêterait. Je disais ça à une conférence en présence d'une glaciologue qui m'a dit « Mais oui, c'est incroyable, parce qu'au pôle Sud, quand on se promène sur
la glace au moment du dégel, on s'aperçoit que le sol est constitué de plusieurs mètres de cadavres de pingouins non décomposés. C'est-à-dire qu'on voit encore les corps, les têtes, les ailes. Et pourquoi ils ne sont pas décomposés? Parce qu'il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol, donc il n'y a pas de bactéries. Il n'y a pas de microbiote qui permet de décomposer tout ça. Alors il y a une vague décomposition parce qu'il y a du guano, mais ça prend des centaines d'années de décomposer un pingouin, alors que sous nos latitudes, sur la Terre, en quelques jours, en quelques semaines, c'est fait. Vous voyez, ça permet au temps d'advenir, et d'ailleurs ça nous donne une échelle à notre temporalité humaine. Pourquoi est-ce qu'on ravale les façades aujourd'hui à Paris? Ce n'est pas parce qu'elles sont noircies par la pollution, c'est parce qu'elles sont noircies par le sol. Le noir que vous voyez sur les façades, c'est la naissance du sol. Le sol, en fait, il pousse partout. Et combien de temps il faut pour constituer un sol? Si je prends une roche-mère et que je laisse faire, il faut environ 1000 ans. Voilà. 1000 ans, c'est le temps de la reconstitution naturelle. Et ça donne un horizon, je pense, à nos civilisations. Et ça donne aussi, enfin en tout cas pour moi, et puisque je suis dans ces lieux très spirituels, et ben, autant en parler, ça donne pour moi un sens aussi existentiel, au fond, à la vie. Quand on n'est pas croyant, comme c'est mon cas, on peut être saisi d'angoisse face au sol qui décompose. C'est d'ailleurs pas étonnant que Sartre décrive l'angoisse existentialiste dans La nausée face à une racine de marronnier, vous vous rappelez? Il est face au sol, en fait. Et ça le terrifie. C'est le vide, l'espèce de densité, à la fois densité brute de l'existence qui l'affole en regardant cette racine. Mais si vous comprenez comment ça marche, que vous avez un point de vue plus agronomique sur cette racine, et que vous comprenez que précisément cette racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tirer des corps morts et de permettre à la vie d'émerger, et quelque part, vous en tirez un certain réconfort, pour ne pas dire une certaine consolation, de savoir que votre vie va être immédiatement rendue, en fait, et vous allez permettre à d'autres corps, à d'autres êtres organisés de progresser, parce que le temps, c'est le progrès, et c'est la marche de l'évolution naturelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'intéresse beaucoup à une nouvelle technique funéraire, qui est l'humusation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est illégale, bien sûr, en France, comme tout, qui aujourd'hui est pratiquée aux États-Unis, et qui consiste à recouvrir le cadavre de matière organique, donc de feuilles, de paille, de terre, et à le laisser se décomposer, enfin le laisser devenir compost, monter en température, et devenir terreau. Et quelque part, vous êtes immédiatement rendu au cycle naturel. Or, les sols, ils ont été méprisés pendant toute notre courte civilisation, disons, d'écriture de 2500 ans. Ils ont été méprisés, on les découvre seulement à la fin du 19e siècle. La pédogénèse, la science du sol, née à la fin du 19e. C'est aussi là que Darwin écrit son dernier grand livre, donc sur les vers de terre. On prend son action comme laboureur de la terre. Et c'est aussi à cette époque qu'Élisée Reclus à la première, enfin de ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, la première analyse philosophique du compost, qui permet justement la régénération de la vie. Donc vous voyez, c'est très récent. À un moment donné, dans le Théétète de Platon, Socrate raconte l'histoire suivante, Thalès, philosophe donc astronome à l'époque. L'humanité a toujours regardé le ciel, investi quantité d'intelligence, d'argent, d'efforts à comprendre, à décrypter cet endroit sans vie qui est le ciel, colossal, par rapport au sol qu'elle a toujours méprisé. Dans la théologie augustinienne, les plaisirs terrestres, c'est toujours ce qui est sale. La cité de Dieu, c'est la cité divine. C'est ici, on en voit d'ailleurs des étoiles. Voilà, on est fasciné par ces étoiles, cette régularité cosmique. Et on a peur du sol. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Thalès regarde les étoiles, tombe dans un trou. Et là, une servante trace, une femme, ce qui n'est peut-être pas anodin, parce que la femme est plus proche du foyer, au sens étymologique, lui dit, mais arrête un peu de regarder au-dessus de ta tête, regarde où tu mets les pieds. Et quelque part, on n'a pas entendu le conseil, l'avertissement de la servante trace, jusque à la toute fin du XIXe siècle. Et ça explique aussi pourquoi ces sols qu'on a méprisés intellectuellement, existentiellement, d'abord, on les connaît très très mal. Selon Marc-André Solos, qui est un grand biologiste sur la question, on connaît 1% des espèces vivantes aujourd'hui dans le sol. Sur les 3000 espèces de vers de terre, on connaît le comportement d'environ 50 d'entre elles. Donc il y a un déficit de connaissances inouï et aussi une promesse d'un nouveau monde. Enfin, c'est vraiment, quand l'humanité veut se découvrir de nouveaux horizons, plutôt que d'aller sur Mars,
elle pourrait simplement s'intéresser à ce qui est sous ces semelles et qui est d'une richesse qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, et comme on ne la comprend pas, évidemment, on la bouscule et on la martyrise. Les travail excessif du sol par, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même factuellement le cas par l'agriculture du dernier demi-siècle, à travers le labour profond et répétitif, et évidemment l'abus colossal des pesticides. On a jeté des poisons dans les sols, on a détruit nos sols. Selon la Commission européenne, 61% des sols sont dégradés. Mais détruire les sols, c'est être, au sens étymologique, inhumain. C'est ne pas prendre soin de cette espèce de matrice absolue de la vie sur Terre. Et cette dégradation des sols, qui est bien documentée, est à la fois la cause et le reflet de l'effondrement plus global de la biodiversité. Moi, c'est ça qui me... vraiment, à titre personnel, je veux dire, à titre émotionnel, c'est ça qui m'agrippe le plus sur la question écologique. C'est moins le carbone, le réchauffement climatique, l'énergie, qui est la voie d'entrée, disons, politique du sujet. C'est plus la question du vivant et de l'effondrement du vivant. Et ça, c'est un constat qui est absolument irréfutable. Nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse de l'histoire de notre planète. C'est une extinction du vivant qui a été déclenchée par les pratiques humaines. Et qui est colossal, puisqu'on estime que 75% des populations d'espèces sauvages ont disparu sur les 50 dernières années. Ce chiffre de 75%, on le retrouve sur les insectes. 75% des insectes ont disparu, c'est pour ça que vous en voyez plus sur votre pare-brise, à l'échelle d'une génération humaine, alors que là, on parle d'espèces qui ont mis des millions d'années à advenir. Vous voyez qu'on détruit en quelques dizaines d'années le produit de centaines de millions d'années d'intelligence biologique, en fait. Bon, c'est pareil pour les oiseaux, moins 60% sur les surfaces agricoles. C'est pareil pour les vers de terre, moins 80% dans les champs cultivés en conventionnel. Donc vous avez toujours cet ordre de grandeur colossal. Hein. Ce n'est pas 1%, ce n'est pas 2%, c'est 3/4 de la vie sur Terre. Avec évidemment des effets de seuil que prévoient aujourd'hui les biologistes et qui sont terrifiants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette question n'est pas bien sûr liée à celle du réchauffement climatique, mais en est relativement quand même indépendante. Selon l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, les 2 principaux facteurs d'effondrement de la biodiversité, c'est la destruction des habitats et la raréfaction des ressources. En d'autres termes, les animaux n'ont plus de gîte ni de couvert, ils deviennent SDF et ils meurent. Donc, la question du réchauffement climatique ne vient qu'en 3e facteur. Donc ça veut dire que si par expérience de pensée on résolvait demain le problème du carbone, en l'enfouissant, en le jetant dans l'espace par géo-ingénierie ou que sais-je, en fait, le problème resterait entier, s'agissant de cette immense question qui vient vers nous et qui sera celle du siècle, qui est l'effondrement du vivant, des espèces. Alors, bon, s'il y a besoin de répondre à la question pourquoi c'est mal, je ne vois pas quel système moral ou quel système religieux admet la destruction de la vie. S'il y a bien un seul critère sur lequel on peut tous s'accorder, c'est que la quantité et la diversité de vivants est un bien en soi. Mais même en mettant cette question morale de côté, d'un point de vue purement utilitariste, s'il faut convaincre les gens pour les activités humaines, évidemment que cet effondrement de la biodiversité va très vite conduire à l'effondrement de nos propres civilisations. Si je prends le seul exemple des pollinisateurs, vous avez de moins en moins d'insectes, de moins en moins de pollinisateurs. Aujourd'hui, les rendements de colza ont chuté de 15% parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs. En Chine, on pollinise à la main, c'est-à-dire qu'on envoie des gens avec des cotons-tiges de fleur à fleur parce qu'il n'y a plus assez d'insectes. Aux États-Unis, on envoie les abeilles par camion d'un bout à l'autre du pays pour essayer d'avoir des fruits. Et récemment, j'ai vu, alors ça c'est vraiment le technosolutionnisme par excellence, que le MIT était tout content d'avoir inventé des drones abeilles, donc des robots abeilles, pour résoudre le problème de la pollinisation. Et le plus frustrant, si vous voulez, c'est que je suis sûr que ces robots d'abeilles vont trouver plein d'investisseurs qui vont dire quelle idée géniale, alors que pour planter des haies, pour régénérer naturellement le stock d'insectes, là, visiblement, il n'y a pas de volonté ni politique ni de moyens financiers. Donc, ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que toute cette question-là, c'est une question rationnelle. Ce n'est pas une question poétique. Moi, je ne viens pas de l'écologie politique non plus. N'importe qui doué d'un cerveau et comprenant ces chiffres doit s'inquiéter. Et c'est pour ça que quand on met de côté toutes ces questions en disant c'est de l'éco-anxiété, mais
Mais oui, c'est de l'éco-anxiété. Mais comment Tocqueville conclut-il la démocratie en Amérique? Il dit, il imagine, à juste titre d'ailleurs, ce que peut devenir une démocratie qui vire vers le totalitarisme, vers ce qu'il appelle le despotisme doux. Et puis il dit, mais je dis tout ça, vous allez me dire que je vous inquiète, mais je ne fais pas ça pour susciter une angoisse mortifère. Je fais ça pour susciter, je le cite, une crainte salutaire. C'est bien d'être anxieux, c'est bien d'avoir des craintes. Il ne faut pas être béatement optimiste. C'est ce qui nous permet d'avancer, de corriger nos erreurs. Donc je revendique cette crainte salutaire. Alors, maintenant, si je repars côté, donc on a vu le problème, si je repars côté philosophie politique, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change d'introduire l'humus dans nos philosophies politiques au-delà même de la question libérale? Ça change tout, parce que tous nos systèmes sociaux ont été pensés au XVIIIe siècle pour des êtres humains fonctionnant dans une sorte d'univers abstrait, complètement théorique, où on envisage les relations entre eux, avec plus ou moins de liberté, plus ou moins de solidarité, plus ou moins d'organicisme, etc. Mais c'est toujours les êtres humains entre eux. Si maintenant on les replonge dans leur milieu, auquel ils ne peuvent pas échapper parce que nous appartenons à un milieu, ça change les grands principes de nos philosophies politiques. Et s'agissant de la mienne, si je puis dire, s'agissant du libéralisme, c'est très fort, puisque je vais prendre l'exemple de la pomme de Locke. Locke invente le droit de propriété moderne, qui est quand même le fondement encore aujourd'hui de nos systèmes économiques et sociaux. À la fin du XVIIe siècle, lors de la glorieuse Révolution anglaise, il publie le second traité du gouvernement civil, qui fera grand bruit. Et puis il y a tout un chapitre sur le droit de propriété, qui est très célèbre. Et il explique comment naît le droit de propriété à partir de la pomme. Il dit, je prends une pomme, je la mange. À quel moment est-ce que j'en suis devenu propriétaire? Est-ce que c'est quand je la vois, quand je la saisis, quand je la digère? Et selon la réponse que vous donnez à cette question, vous avez en fait des philosophies politiques très différentes. Et la réponse libérale, c'est quand je la saisis, parce que je fais un effort. Et c'est cet effort qui fait que mon corps m'appartient à moi-même, déjà révolutionnaire à l'époque, puisque le corps n'appartient plus à Dieu. Mon corps m'appartient à moi-même, et donc, par cet effort, je transfère en fait la propriété que j'ai sur moi, sur mon environnement extérieur. Et donc, je m'en saisis légitimement. Et c'est le début de la valeur travail. C'est le travail qui crée la légitimité de l'appropriation. L'effort, l'effort, l'effort. Maintenant, si on remet l'arbre dans son humus, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que cette pomme n'a pas poussé toute seule. Cette pomme, elle a poussé parce qu'il y a eu plein de vers de terre pour créer de l'humus, parce qu'il y a eu des abeilles pour polliniser, peut-être parce qu'il y a eu des castors pour construire les rivières et irriguer, bref, parce qu'il y a eu un écosystème avec des millions d'êtres vivants qui ont eux aussi travaillé à la fabrication de cette pomme. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je divise mon droit de propriété en... Je donne des droits à tous vivants et je divise mon droit de propriété en millions de petits êtres et je mets tout ça dans une IA pour comprendre qui a droit à la pomme. Vous voyez bien que là, l'absoluité du droit de propriété, qui est avant tout pensé de manière agraire, le droit de propriété est avant tout agraire, qui par ailleurs contient l'abusus, c'est-à-dire le droit de détruire, c'est ça ce qui est le plus violent dans le droit de propriété, c'est l'usus, le fructus, mais l'abusus, j'ai le droit de détruire. Aujourd'hui, j'ai un champ, j'ai le droit de tout détruire. Modulo évidemment aujourd'hui quelques régulations environnementales, mais sur le principe, j'en fais ce que je veux, c'est à moi, ça m'appartient, je peux détruire ma machine à laver, je peux détruire mon manuscrit, je peux détruire la terre que je possède. Et quand vous comprenez le rôle de l'humus, vous vous dites, mais non, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de détruire. Vous n'avez pas le droit de détruire, vous n'êtes pas tout seul, en fait, à avoir créé cet environnement-là. Et donc tout ça nous questionne quand même sur l'idée libérale de liberté politique, qui malgré tout, et malgré tout ce qu'on peut dire du libéralisme, fonde nos sociétés. Cette liberté politique, elle a été définie comme une liberté négative, c'est-à-dire, et c'était beau à l'époque, c'est Benjamin Constant, on ne va pas donner un contenu à la liberté. La liberté, c'est le fait de ne pas être empêché. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est négative. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un être humain qui n'est pas empêché, qui peut tout faire, aller partout, tout avoir pour très peu, se déplacer comme il veut à bout à bout de la planète, consommer à peu près ce qu'il veut, puisque tout est virtuellement gratuit, en fait. En fait, on voit qu'il crée des dommages considérables. Donc que cette liberté ne peut plus être seulement négative. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Benjamin Constant, c'est assez fameux, distingue la liberté des anciens, la liberté de participer à un ordre social fermé, l'ordre de Sparte, l'ordre d'Athènes, contribue à la cité, à la liberté des modernes, qui est un individu qui délègue en fait la fonction politique à des représentants et qui lui vit sa vie et finalement construit ses propres valeurs et ne rend compte à personne. Donc d'un côté, la participation à un ordre donné, de l'autre,
la création de son propre environnement, en fait. Et je pense qu'il y a maintenant, on peut essayer de redéfinir la liberté d'une troisième manière, qui est la participation à un ordre, mais un ordre qui soit spontané, en concevant nos sociétés, nos systèmes politiques comme des écosystèmes. La beauté d'un écosystème, c'est la spontanéité, en fait, de l'ordre qu'il génère. Et tout ça devrait nous permettre d'envisager la question écologique d'un point de vue humaniste, que personnellement j'ancrerai dans la pensée d'Élisée Reclus, qui m'a beaucoup émerveillé, qui est ce penseur géographe, écologue, anarchiste de la fin du XIXe siècle. Et ce que j'aime beaucoup chez Élisée Reclus, c'est que c'est à la fois, déjà à l'époque, un écologiste assez radical, qui voit l'ampleur des destructions causées, y compris par l'agriculture, déjà, avant même l'invention des pesticides, parce que c'est un penseur du milieu dans lequel nous vivons, puisque c'est un géographe, et qui, en même temps, ne renonce pas à l'idéal des Lumières, de progrès, et conçoit pour l'homme une place privilégiée dans la hiérarchie des espèces. Et ce privilège n'est pas lié à son intelligence, ce privilège est lié à la conscience de la nature. Dit l'homme est le seul être vivant à avoir conscience de la nature. L'homme, c'est la nature devenue consciente d'elle-même. Et nous sommes les seuls à savoir ce que c'est qu'un écosystème. Il ne faut pas croire que les autres êtres vivants sont vertueux. Eux aussi surexploitent leurs ressources. Il y a des espèces ravageuses qui détruisent les écosystèmes. Nous avons la conscience de ça. Donc nous savons bien faire, contrairement aux autres. Comme dit Élisée Reclus, le mal que l'homme a fait, il sait le défaire. Nous savons réintroduire le loup dans le parc du Yellowstone et comprendre toutes les interactions qui se développent, et qu'avec le loup, il y a moins de cervidés, comme il y a moins de cervidés, il y a plus d'arbres, comme il y a plus d'arbres, les castors reviennent, comme les castors reviennent, les rivières se reméandrent, comme les rivières se reméandrent, il y a plus de poissons, et en fait, vous avez introduit le loup et vous avez recréé toute une chaîne trophique. Nous savons ça. Et les scientifiques, les botanistes, les agronomes que je lis aujourd'hui développent des pensées absolument passionnantes. Donc nous pouvons agir sur la nature, nous ne sommes pas dans une perspective de réensauvagement, on laisse faire, parce que la nature laissée à elle-même peut être ravageuse, en fait. Nous savons améliorer la nature selon les critères de la nature elle-même, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité et de la diversité du vivant. Nous savons le faire. Mais dans votre jardin, vous pouvez le faire. Vous pouvez agir sur votre jardin de manière à augmenter la quantité de vivant. Déjà, en arrêtant de tondre. Je serais ravi de répondre à des questions plus techniques sur le sujet par la suite. Alors, quelles conséquences, une fois qu'on voit un peu le cadre intellectuel maintenant dans lequel je me situe, quelles conséquences économiques, politiques, agricoles d'ailleurs, puisque vraiment l'agriculture est au cœur de toutes ces réflexions. Bon, la première, s'agissant de l'économie. Alors, je vais être obligé de passer un peu vite. Je vous donne juste les grands termes, et puis peut-être dans les questions, je pourrais développer. Je pense qu'on peut quand même... John Stuart Mill, qui est, on l'a dit, une de mes figures aussi tutélaires du milieu du 19e, John Stuart Mill, en 1850, débat contre Jean-Baptiste Say, ça ne nous rajeunit pas, sur la question de la croissance. Déjà, on est plus d'un siècle avant le rapport Meadows, vous voyez. Et Jean-Baptiste Say commet, aux yeux de John Stuart Mill et aux yeux de Jean Covici aujourd'hui, la plus grande erreur de l'économie moderne. Il dit « Les ressources naturelles étant infinies, elles n'ont pas de prix et ne sont pas l'objet de la science économique. » Et John Stuart Mill lui répond « Mais bien sûr que si, les ressources naturelles sont finies, donc elles ont un prix, et donc on ne peut pas envisager une croissance infinie. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la question des limitations des ressources, ce n'est pas seulement une question matérielle, elle est théorisée dans la notion de limite planétaire, sur les grands cycles, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, etc. Et on peut aujourd'hui vraiment chiffrer ces limites. Et donc je pense qu'il est tout à fait raisonnable de considérer que la croissance est un terme fallacieux et un objectif totalement déraisonnable. De toute façon, pour que quelque chose croisse d'un côté, il faut que quelque chose décroisse de l'autre. Puisqu'on a créé un verre en plastique là, avec du pétrole, est-ce qu'on a cru, parce qu'on a ajouté de la valeur ajoutée en termes économiques, en même temps, on a prélevé une ressource qui a mis 300 millions d'années à se constituer. Vous voyez, on croit la croissance se compense d'une autre décroissance. La croissance d'aujourd'hui, ça sera la décroissance de demain, de toute façon. Et c'est pour ça que John Stuart Mill plaide pour un stationary state, un État stationnaire, qui est une notion d'ailleurs qui est reprise par beaucoup d'économistes américains aujourd'hui qui essayent d'imaginer une stable state economy, c'est-à-dire
le but n'est d'être décroissant, croissant, mais de se passer de cette notion. Et de permettre justement de rentrer dans une vision cyclique de l'économie, régénérative, très conforme au principe de l'humus, qui toujours détruit pour toujours pouvoir recréer. Je pense néanmoins que cette question, donc je suis assez hostile, enfin je veux dire, je suis assez d'accord en fait avec les radicaux quand ils critiquent la notion de croissance, mais néanmoins je pense qu'il faut décorréler cette question-là de la question du capitalisme ou du marché. On a tendance à dire, les décroissants ont tendance à être anticapitalistes. Factuellement, vous avez eu des pays croissantistes, industrialistes et extractivistes, comme les pays soviétiques, qui étaient néanmoins pas du tout capitalistes. Et donc, il faut décorréler les deux notions. Vous savez, on parle beaucoup de découplage, parce qu'il faut découpler la question du carbone et la question de la croissance. Moi, je ne pense pas qu'il faille la découpler. En revanche, je pense qu'il faut découpler la question du marché, qui est juste une manière de répartir les ressources, de la question de la croissance. Et une fois que vous avez élaboré des normes politiques qui vous permettent d'être dans une économie stationnaire, vous pouvez ensuite laisser fonctionner le marché pour trouver les meilleures solutions, pour laisser expérimenter différentes idées. On va vite développer plus tard. Maintenant, sur les options politiques que tout ça induit. Je pense que une des administrations mondiales qui a le mieux compris cette question de la limitation de la croissance et des limites planétaires aujourd'hui, c'est l'administration de Trump. C'est de la géopolitique de la post-croissance. C'est incroyable. Toutes les actions militaires ou diplomatiques qui sont menées par Trump sont liées à l'extraction des ressources. Comme s'il avait compris qu'il ne pouvait pas promettre la croissance sans augmenter, sans aller prendre les ressources ailleurs. Que ce soit avec le Canada, où ils veulent prélever l'eau, question du fleuve, son nom m'échappe, qui est partagé entre le Canada et les États-Unis, que ce soit sur la République démocratique du Congo, sur l'Ukraine, la question c'est toujours les minerais, ou sur le golfe du Mexique, les minerais, les terres rares, l'extraction, vous avez vu maintenant en eau profonde ou dans les océans, de ressources. Donc il a compris qu'il n'y a pas de croissance infinie sur des ressources finies, et donc, mais alors il fait le mauvais choix, qui est d'aller prendre celle des autres. Quand l'humanité se comporte comme ça, elle n'est pas particulièrement vicieuse. Elle est conforme en fait à ce que l'évolution naturelle veut d'elle. Comme je disais à l'instant, les espèces non humaines surexploitent aussi leurs ressources. Vous avez une forêt, vous avez des cervidés, ils vont bouffer toutes les petites pousses, et on se goinfrer, la population va exploser, puis après il n'y aura plus d'arbres, et boum, la population va chuter. Selos prend l'exemple des macaques à longue queue de l'île de Koram, au large de la Thaïlande. Il y a trop de macaques, ils mangent des petites huîtres, ils mangent des huîtres. Donc à un moment donné, il n'y a plus assez d'huîtres. Alors que font les macaques? Est-ce qu'ils se réunissent en assemblée générale en disant attention, là, il faut adopter un comportement un peu plus sobre pour permettre aux huîtres de se régénérer? Pas du tout, ils inventent des outils pour ouvrir les plus petites huîtres. Vous voyez, c'est des technosolutionnistes, les macaques à longue queue. Et Trump est un macaque à longue queue. Il dit on va forer, on va drill. Et quelque part, il se comporte de manière biologiquement normale. Biologiquement, on est câblé pour suivre notre intérêt à court terme, notre intérêt individuel, mais pas notre intérêt d'espèce à court terme. Et c'est comme ça que l'évolution naturelle marche. Et si on suit cette logique-là, à un moment donné, il n'y aura plus de ressources, la population humaine va s'effondrer, ce qui d'ailleurs commence à être le cas puisqu'on voit que les prévisions démographiques déclinent. Et puis après, on va corriger nos erreurs, et donc finalement, c'est pas si grave, ça va prendre quelques siècles ou quelques millions d'années, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle de la planète. Et là où on ferait un saut culturel incroyable, où l'humanité se détacherait presque du reste du vivant, c'est si justement on était capable de s'assembler et de prendre une décision politique pour permettre la régénération des ressources avant de les avoir totalement épuisées. Et si on faisait ça, évidemment, c'est pourquoi je plaide, je pense qu'il faudrait d'abord repartir du sol. Je vais commencer par le sol, je vais finir par le sol. En fait, aujourd'hui, si vous avez un sol sain, c'est que tout va bien. C'est que vous avez de la vie dedans et vous avez de la vie dehors. C'est à la fois le signe et la cause de la reconstitution de la biodiversité. Et c'est pour ça que le sol est éminemment politique. On ne peut pas laisser le sol à ceux qui le travaillent. Je suis désolé de le dire, mais le sol est un objet collectif, c'est un objet social sur lequel nous avons tous une légitimité à réfléchir. C'est Roosevelt qui l'avait bien compris il y a un siècle, puisque pendant le grand Dust Bowl aux États-Unis, c'est cette énorme tempête de poussière qui avait ruiné beaucoup de fermiers et qui est bien décrite par John Steinbeck dans plusieurs de ses romans,
qui était déjà due au surlabour à l'époque, Roosevelt avait dit « Une nation qui détruit son sol se détruit elle-même ». Un siècle, c'était en 1935. Hein. Près d'un siècle après, Michael Gove, un des ministres les plus intelligents de Boris Johnson dans un gouvernement qui n'était pas, a eu cette très belle réflexion après une énième étude sur la dégradation des sols au Royaume-Uni, la disparition des vers de terre, etc. Il a dit un pays peut se remettre d'une épidémie, d'une guerre ou d'une famine, mais pas de la destruction de son sol. Donc c'est un objet politique. Et c'est pour ça que je pense que les temps qui viennent devraient être des temps physiocratiques. Vous savez, les physiocrates au XVIIIe, ceux qui pensaient que toute richesse venait du sol, et qui ont conçu à partir de la réforme agricole les grands principes qui ont conduit à la Révolution française. Donc à partir du sol, vous pouvez créer une vraie réflexion politique globale. Et aujourd'hui, ce sol, il nous demande quoi? Il nous demande d'effectuer, je vais rentrer dans les détails plus techniques, et puis je pourrais développer dans les questions si vous voulez, d'effectuer la transition agroécologique, un mot qui a été éliminé du dernier projet d'orientation agricole, honteusement, qui veut simplement dire l'agroécologie, ce n'est pas la bio, ce n'est pas l'élimination de tout intrant, c'est simplement de résoudre les problèmes posés par la nature par des solutions fondées sur la nature. Donc, si vous avez, par exemple, un insecte ravageur, et bien, plutôt que de mettre du pesticide, vous allez créer l'habitat qui va permettre aux prédateurs d'aller choper cet insecte ravageur. Son prédateur idoine d'aller choper cet insecte. Évidemment, c'est plus compliqué, ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande beaucoup de science. Ça demande pas forcément beaucoup de technique, mais ça demande beaucoup de sciences fondamentales. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le site de l'INRAE, vous voyez que l'horizon de la recherche en agronomie, de même que l'horizon de la recherche en hydrologie, de même que l'horizon de la recherche en médecine, avec la question du microbiome, je pourrais y revenir, c'est l'agroécologie. L'empoisonnement des sols empoisonne nos propres intestins, empoisonne l'eau, empoisonne la nourriture, déstocke le carbone, parce qu'un sol sain, c'est aussi un sol qui stocke le carbone, détruit les paysages et évidemment détruit le vivant. Donc reconstituer le sol, c'est vraiment le premier, je pense, des horizons, et pour ça, on a les outils. La transition agroécologique, on sait la faire. Ça demande une volonté politique. Je ne pense pas que, mais ça on pourrait y revenir, c'est une question plus politique actuelle, mais je ne pense pas du tout que les agriculteurs ils soient aujourd'hui opposés. Simplement, il faut leur donner une direction claire et mettre en place les outils de politique publique nécessaires pour les accompagner. Et je conclurai en vous disant que rien de tout ça ne pourra se faire si, à côté de cette analyse rationnelle, on ne redéveloppe pas chacun d'entre nous ce qu'Élisée Reclus appelait le sentiment de nature dans les sociétés modernes, dont il s'effrayait déjà de la disparition. C'est-à-dire, pour le dire en termes plus classiques, si on ne se reconnecte pas un peu au vivant. Élisée Reclus disait, mais les enfants qui ont le cerveau lavé pendant 10 mois d'école républicaine, heureusement que l'été, ils retournent à la campagne, ils vont mettre les pieds dans le ruisseau, ils vont courir dans les bois, et c'est là qu'ils réapprennent la liberté. Et Élisée Reclus fait, et c'est intuitivement on le comprend, et en fait on le retrouve dans le texte de Tocqueville aussi, son voyage à cheval, cette immixtion dans la nature, dans les écosystèmes, dans cet ordre spontané que nous offre le vivant, c'est aussi une quête de liberté. Voilà, je vous remercie et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci infiniment, Gaspard. Ce que je n'ai pas dit dans l'introduction tout à l'heure, et je m'en veux, c'est que c'est la première fois que Gaspard Koenig, si j'ai bien compris, vient dans une obédience maçonnique et dans un temple maçonnique. Donc il était fort inquiet de voir s'il y aurait des pieds fourchus, et il m'a révélé qu'il avait mis quelques gousses d'ail et un crucifix dans son sac à dos pour sortir indemne. Enfin, c'est en tout cas une raison de plus d'être ravi de vous accueillir, Gaspard ici. Je vais laisser les questions se poser, mais je veux faire une remarque quand même, c'est que c'est la surprise et l'intérêt un des intérêts de ces petits déjeuners d'échange que nous avons, c'est qu'il y a 2-3 mois, nous avions ici Marine Calmet, une militante, une avocate militante écologiste, et j'avais l'impression que son propos tenait beaucoup de Saint François d'Assise. Et puis
Nous avons aujourd'hui un libéral qui nous parle et reparle d'Élisée Reclus, quand même un grand ami de Bakounine et un des fondateurs de la Première Internationale. Et je trouve ça formidable, ces rapprochements qui nous semblent paradoxaux, mais qui ne le sont pas tant que ça. Et puis, j'avais deux remarques, mais n'y répondez pas tout de suite. On va laisser les questions de poser. Moi, j'entends dans votre propos une anxiété, une écologie, et puis vous y répondez par la notion de stabilité. Donc, mais je ne comprends pas bien qu'est-ce qui peut faire qu'il faut s'arrêter à la stabilité et pas à la décroissance, parce que je pense qu'il y a dans le propos que j'entends une espèce de logique qui pourrait aller jusqu'à aller à la décroissance. Et moi qui ai lu un monsieur qui est pas souvent cité dans ces lieux, qui s'appelle Marx. Marx disait une phrase que moi j'aime bien, qui est que l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre. Or, on a quand même, à la différence avec là où Malthus avait tort au moment où les libéraux avaient plutôt raison, c'est que jusqu'à présent, toutes les crises d'anxiété qu'on s'est posées ont été résolues par le progrès. Scientifique, technique, industriel, etc. Alors, ne faut-il pas avoir confiance? Et puis, un point de détail, vous en parlerez si vous avez envie et si on a le temps, pour faire référence aussi à Marine Calmet. Elle nous présentait ici une notion que moi, avec laquelle j'ai du mal, je dois dire personnellement, qui est la personnalité juridique du non-vivant, laquelle que vous critiquez dans votre ouvrage, si vous avez le temps. Ouais. François. Merci. Déjà, je voulais signaler, merci M. Koenig, je voulais vous signaler que vous aviez fait votre conférence sous le regard bienveillant de Roosevelt, qui est là. Vous avez parlé de la propriété. Le droit de propriété est un droit fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme. Et pour moi, ça pose vraiment un problème parce qu'en fait, c'est un droit qui n'a pas de limite. Et je voulais savoir si ce n'est pas en partie à la base de nos problèmes. Enfin, pas tout, mais en partie. Oui, c'est un peu, ça rejoint. Alors, d'abord, moi, j'ai beaucoup milité pour le droit de propriété et pour des raisons qui me semblent toujours valables aujourd'hui. Je militais notamment pour le droit de propriété sur les données personnelles. Et je rappelais que le droit de propriété a été aussi une émancipation. Quand on relit Braudel, l'histoire du capitalisme, ou bien l'histoire de l'émancipation de la paysannerie au Moyen-Âge, qui a mis des siècles en fait, à récupérer un droit de propriété, là où il y avait une sorte de préemption féodale, que ce soit sur l'héritage, sur la mainmise, sur tout ça. La Révolution française abolit les tenures et permet, et c'était vu comme évidemment une émancipation formidable que de pouvoir être propriétaire véritablement de sa terre, sans avoir à payer son seigneur, et ensuite à pouvoir léguer ses biens en héritage, etc. Donc, et d'ailleurs, mes amis anarchistes comme Proudhon a aussi, dans son dernier texte posthume, fait l'éloge de la propriété, de la petite propriété, comme une force révolutionnaire qui permet à chacun d'avoir un espace où il est indépendant, autonome, et où donc il peut mieux lutter contre le pouvoir politique, le pouvoir centralisateur. Donc ça pour dire que je suis quand même, philosophiquement et de formation, très attaché à la patrimonialité. Et donc c'est avec d'autant plus de violence sur moi-même, mais il faut évoluer intellectuellement, que je constate aujourd'hui que cette absoluité, qui était une émancipation en termes de société humaine, pose aujourd'hui un problème majeur pour penser la question écologique, pour les raisons que j'ai invoquées sur le premier de Locke. Mais je parlais là de possibilité de reconnecter à la nature. Mais par exemple, je suis fortement opposé, sans succès comme d'habitude, à une loi qui a été votée il y a 2 ans et qui donne davantage de droits aux propriétaires des terrains ruraux et forestiers pour les enclore et pour contraventionnaliser ceux qui s'y promènent. Aujourd'hui, 2/3 des forêts sont privées en France. Et donc cette loi, avant il y avait une sorte de zone grise, et cette loi permet maintenant aux propriétaires d'engager des gardes champêtres
et de poursuivre le promeneur du dimanche qui vient sur des chemins usuels et qui n'a plus le droit d'y aller. Et là, on voit qu'il y a quand même... quand j'avais fait ma balade à cheval à travers l'Europe, j'avais vu quand même sur quelques pays, j'avais eu des conceptions très différentes de cette histoire de droit de passage. En France, vous avez cette conception quand même assez absolue de la propriété. En Italie aussi. Et plus vous montez au nord, moins c'est le cas. En Allemagne, qui n'est quand même pas un pays communiste, un pays ordo-libéral, en Allemagne, la constitution, enfin la loi fondamentale allemande dit que la propriété donne des obligations. Eigentum verpflichtet. Et parmi ces obligations, quand on les décline sur le terrain, il y a l'obligation pour ceux qui ont des espaces ruraux et forestiers d'ouvrir et d'entretenir les chemins. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé en Allemagne, sur ma carte, je ne voyais pas de sentier de randonnée, etc. Je me dis, mais comment je vais faire? J'avais que les petits traits noirs sur les chemins. Mais je vais être paumé là-dedans. En plus, c'était déjà le début des Alpes, donc c'était pas facile comme chemin. Et en fait, je me suis aperçu que simplement, tous les chemins étaient ouverts. Par défaut, tous les chemins étaient ouverts. Donc, ça veut dire que vous pouvez traverser l'ensemble du pays. Et ça donne un sentiment d'appropriation collective, en fait, de la terre. C'est ce que les Anglais appellent le right to roam, qui a failli disparaître, qui a été réactivé dans les années 2000. C'est ce que les Scandinaves appellent le Menschenrecht, qui est le droit universel d'accès à la nature. Ça va encore plus loin. Vous avez le droit de camper n'importe où, à condition qu'on ne vous voit pas de la maison du propriétaire. Je crois que c'est ça, la clause. Donc on voit que dans des sociétés ouvertes, libérales, pas du tout des sociétés autoritaires, on a su aménager le droit de propriété pour permettre, dans ce cas, une jouissance collective des espaces naturels. Et ça me paraît déjà un premier pas indispensable. Comment voulez-vous avoir la moindre politique écologique si vous n'arrivez plus à vous promener ou si vous promenez sur des voies vertes extrêmement encadrées? Voilà. Et pour aller plus loin, je pense qu'effectivement, les défenseurs du droit de propriété ne peuvent pas échapper à ce questionnement, parce que sinon ils vont tout perdre. Et donc, il va falloir proposer... Alors moi, donc, comment on nuance ce droit de propriété? C'est là qu'on rejoint le droit du vivant. Certains veulent donner des droits aux vivants, disant, en fait, un terrain vous appartient, mais il appartient aussi aux vers de terre, aux castors. Et donc, comment on répartit ces droits? Moi, je suis plutôt favorable à accompagner, un peu comme en Allemagne, à accompagner le droit de propriété de devoirs. En disant, vous avez un droit de propriété, mais vous avez aussi des devoirs liés à ce droit, y compris le devoir de maintien en net de la quantité de vivants dont vous héritez. Mais vous n'avez pas le droit de baisser, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous rendez ce terrain-là, il doit avoir autant ou plus de vie qu'avant. Ça se mesure aujourd'hui, d'ailleurs, sans avoir besoin de compter toutes les bactéries, mais par traces. Il y a des capteurs qui permettent d'enregistrer les traces ADN, en fait, donc la génétique, en fait, d'un terrain, et qui permettent d'évaluer un peu la quantité de vie qui y circule. Donc, je ne me suis pas avancé sur des politiques publiques, mais je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, effectivement. Monsieur Koenig, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, en particulier sur l'importance des sols, parce que je dois avouer qu'en rentrant dans cette conférence, je n'étais pas du tout alerté à ça, et maintenant je suis vraiment convaincu par ce que vous avez dit. Mais vous avez aussi fait état de ce que j'appellerais une punchline écologiste. Il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Bon, tout le monde peut être d'accord là-dessus. On sait que dans un combat entre l'infini et le fini, c'est l'infini qui gagne. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, à contrario, et donc ça semble militer pour une forme de décroissance, et ma question sera la suivante, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une belle croissance finie dans un monde fini? Alors, j'en profite pour répondre à votre question sur le progrès. D'abord, moi, je pense qu'il faudrait simplement... on n'a pas besoin de cette notion, en fait. On peut parfaitement faire des politiques publiques, un contrat social, en se passant de cette notion. On peut peut-être mesurer après coup, en termes de valeur ajoutée, c'est la création de la valeur ajoutée de la croissance très pauvre. Quand on crée des armes, on crée de la croissance. Donc ça ne dit rien de la moralité de l'action. Donc on pourrait après coup mesurer par curiosité intellectuelle la croissance, mais c'est pas ça qui devrait régir en fait les politiques publiques. Ni la croissance, ni la décroissance. On devrait pouvoir se passer de cette notion. C'est ça mon point. Mais s'agissant du progrès, on assimile trop le progrès à l'innovation technologique et donc à la croissance. Le progrès, c'est pas ça. Le progrès, c'est de savoir reconnaître ses erreurs et de les corriger. Vous avez des progrès qui supposent une régression technologique. Je vais prendre un exemple très simple, les toilettes dans les trains SNCF. Pour avoir l'eau,
avant, il y avait des capteurs. Et donc, les capteurs, c'est, vous savez, vous faites du vaudou comme ça en espérant que l'eau arrive. Ça ne marche jamais, vous êtes d'accord avec moi? Et puis, il y a un ingénieur génial qui a reconnu l'erreur et qui a réintroduit la pédale, qui permet en plus d'économiser l'eau, qui est un processus parfaitement mécanique et qui marche très bien. Ça, c'est un exemple de régression technologique qui est aussi un progrès social et sanitaire, en l'occurrence. Quand on interdit le clonage humain, c'est un progrès. Donc, aujourd'hui, le progrès dans l'agriculture, c'est l'agroécologie. Ça demande beaucoup, beaucoup de science. Parce que pour savoir l'agroécologie, vous allez faire, alors j'ai pris l'exemple banal des insectes et des prédateurs, mais par exemple, vous allez, pour vous passer de pesticides sur des parcelles, vous allez associer des cultures. Vous allez mettre plusieurs différentes espèces culturales, variétés, qui vont normalement éliminer, fournir à l'une ce dont elle a besoin. Vous mettez du trèfle pour mettre de l'azote, donc ça va fournir de l'azote à la plante qui vient après. Donc vous combinez en fait, pour résoudre les problèmes, différentes espèces, différentes variétés culturelles. Ça demande une science colossale, parce que ça dépend des terrains, ça dépend des climats, et vous avez énormément de recherches en fait, qui se font là-dessus. Mais ça ne demande pas, en termes d'outillage et donc de croissance, ça va demander, oui, d'inventer des machines trieuses de grains, on peut imaginer des drones désherbeurs aussi, mais ce n'est pas ça le cœur de la solution. Et pourtant, c'est ça l'horizon du progrès scientifique aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut rester dans un horizon de progrès, parce que le progrès suppose toujours la destruction de l'ancien et la création du nouveau, c'est le principe de l'humus, en se passant de l'obsession chiffrée d'atteindre des objectifs de croissance qui, eux, mesurent simplement l'augmentation de la valeur ajoutée. L'augmentation de la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la solidification des assemblages moléculaires, en fait, si on revient vraiment à la physique de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, pourquoi ce verre a de la valeur ajoutée? C'est parce que j'ai pris des particules qui étaient disséminées, puis je les ai rendues un peu presque éternelles dans ce verre en plastique qui va mettre énormément de temps à se dégrader. Et le but finalement d'une économie circulaire ou stationnaire, c'est de se dire, vous n'avez pas le droit de construire quelque chose que vous ne savez pas déconstruire. Vous pouvez tout construire, vous pouvez y aller, vous pouvez jouir, vous pouvez construire des palais. Il ne s'agit pas d'être sobre, je déteste cette notion de sobriété. Je pense que l'écologie, c'est de la jouissance. Mais il faut savoir à chaque fois, il faut avoir aussi le mode d'emploi pour déconstruire. Aujourd'hui, on produit des choses qu'on ne sait pas déproduire. C'est là qu'est tout le problème, en fait. À partir du moment où vous savez défaire ce que vous avez fait, tout est permis. Et c'est le problème des résidus de métabolites de pesticides, le problème des plastiques, le problème des déchets nucléaires, c'est qu'on ne sait pas les détruire. C'est ça le problème. C'est pas en eux-mêmes, ils sont pas nocifs. Oui, merci aussi. C'est extrêmement éclairant, mais moi je travaille un petit peu dans le tourisme depuis maintenant 40 ans, et je vois qu'il y a, vous parlez de tension, il y a une autre tension. Lorsqu'on regarde dans les désirs de voyage, on voit que le patrimoine naturel est un patrimoine désiré, très désiré, il fait partie du top 3, je dirais, des raisons de voyage. Et pour autant, la massification crée un tel désir qu'elle détruit, au fond, ce que l'on désire. Oui, je comprends bien. C'est fou. Et quelque part, il y a dans le mécanisme, je suis arrivé en fait à une semi-conclusion qui est de dire, mais le modèle économique que nous privilégions, volumétrique sur la valeur, sur la qualité, in fine par le prix, donc baisse des prix, fait que on n'en sort pas. On n'arrive pas à introduire la valeur de ce qu'on devrait vouloir protéger et que l'on va détruire par son propre désir, un désir individuel qui devient collectif et qui est encore pire lorsque on fait référence aux réseaux sociaux. Voilà, c'est une remarque, mais comment ça s'introduit dans l'environnement économique que vous avez décrit? D'abord, d'un point de vue non économique, mais moral ou métaphysique, je pense que les gens qui ont le désir de nature, et c'est mon cas aussi, peuvent trouver la nature tout près de chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller très loin. Moi, j'habite en Normandie. En fait, je ne voyage plus maintenant. J'avais beaucoup voyagé avant. Maintenant, je ne voyage plus parce que dans les 50 km² autour de chez moi, dans l'Orne,
j'ai un nombre de choses à explorer si je m'y mets, mais même dans mon jardin d'1 hectare, si je commence à essayer de comprendre quels sont les oiseaux, quels sont vraiment tous les graminées, toutes les fleurs sauvages que j'ai, mais j'en ai pour des dizaines d'années d'exploration en fait. Et c'est pour ça que je voyage plus, parce que je voyage sur place, parce que avant si vous ne développez pas votre regard, vous allez dire bon, ben, c'est bon, là, c'est la maison, c'est toujours la même, là, il faut de l'action, là, il faut aller ailleurs. Mais si vous commencez à affiner votre regard, en fait, l'action, vous la voyez là où vous êtes, parce que vous voyez les choses changer, et puis vous êtes curieux, vous dites ah bah tiens, celle-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous allez voir la fleur, et bon. Donc mais pour ça, il faut faire un petit effort. Voilà. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, et puisqu'il est comme ça, et qu'on ne peut pas, disons, attendre pour agir que tout le monde ait effectué sa grande conversion, son sentiment de nature et tout. Dans le monde économique tel qu'il est, et que je ne condamne pas, comme vous l'avez vu, je ne suis pas anticapitaliste. Voilà, je vais vous faire une réponse très classique. Il faut donner un prix à tout ça. Voilà. Donc, ça vaut évidemment pour le carbone, c'est-à-dire que l'avion devrait être 100 fois plus cher que le train, avec des taxes colossales, et puis sans interdire quoi que ce soit, mais enfin, après chacun fera ses arbitrages. Mais ça vaut aussi pour les sols, par exemple. Un des grands problèmes du sol aujourd'hui, c'est que quand vous vendez un terrain, vous le vendez le même prix, quel que soit l'état du sol. C'est globalement des prix qui sont homogènes sur un territoire, qui sont plus ou moins déterminés par la SAFER, qui sont assez réglementés. Donc ça va être 5 000, 10 000 euros l'hectare, bon, en fonction un peu de la pente, de l'humidité, tout ça, mais vous ne verrez pas vraiment la qualité du sol. Si demain on introduit ne serait-ce que l'obligation d'un diagnostic pédologique, comme on a des diagnostics d'isolation énergétique pour les maisons, si vous dites vous ne pouvez pas vendre votre terre sans avoir mesuré la qualité du sol. Aujourd'hui, on sait mesurer la qualité du sol sur une échelle de 1 à 100. Donc c'est un chiffre, c'est un barème standardisé. Bah, du coup, là, un terrain qui est chiffré 10, vous allez le vendre beaucoup moins cher qu'un terrain qui vaut 80. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous aurez un intérêt économique pour l'agriculteur qui devrait être quelque chose qui même rentre dans son compte d'exploitation, à valoriser le capital qu'est la terre et à investir dans son capital en disant mais mon rendement, c'est pas seulement ma production, c'est aussi mon capital, c'est aussi ma terre. Et puis là, vous auriez moi, j'ai rien contre que des fonds d'investissement, comme ça commence à se faire, on connaît quelques-uns, investissent dans la terre pour la régénérer, pour la vendre plus cher. Ça, c'est un usage tout à fait vertueux des mécanismes de marché, parce que vous avez mis une norme qui est la bonne norme, qualité du sol, et ensuite vous laissez le marché faire le travail et passer à l'échelle avec beaucoup plus d'efficacité que si vous laissez chacun faire sa micro-ferme dans son coin. Donc voilà, le prix du carbone, prix des sols, certains imaginent des prix des écosystèmes. Vous avez toute une population écologique qui déteste cette idée de mettre un prix à la nature. C'est pas mon cas, et je pense que parce que je vous ai dit que voilà, on peut imaginer un marché non croissant, je pense que les mécanismes de prix restent incroyablement efficaces pour quelque part prendre le pire de la nature humaine et en faire le meilleur pour la collectivité. C'est la fable des abeilles de Mandeville, revisitée au XXIe siècle. Oui, merci beaucoup pour votre conférence. Elle m'amène à une question qui me paraît fondamentale et millénaire. Pourquoi est-ce que l'homme fuit-il sa nature ? Et par extension, quelle est-elle ? La nature ou sa nature ? Sa nature. Sa nature humaine. La nature humaine et la nature on peut prendre les deux. Regardez, qu'est-ce qu'une ville, par exemple ? On pense souvent que l'apogée de la civilisation, c'est la ville. On est dans une ville aujourd'hui. Et en fait, une ville, c'est, jusqu'à très récemment en tout cas, c'est une lutte contre l'humus. C'est-à-dire qu'on essaye de faire disparaître la terre pour créer des choses immarcessibles, des choses qui ne bougent pas, des choses non corruptibles, des immeubles qui soient presque éternels, enfin en tout cas qu'on peut imaginer éternels, des routes qui ne bougent pas, donc où la végétation spontanée va constamment être éradiquée. Or, l'humus, il pousse toujours. On ne le voit pas. Moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes rudérales pour un livre que je vais faire, donc c'est-à-dire les plantes qui poussent dans les villes. En fait, il y en a partout quand vous commencez à regarder. C'est inarrêtable. La moindre fissure, paf, il y a une plante qui pousse. Et les services de la ville de Paris passent un effort colossal à abattre les arbres dont les racines viennent casser le bitume et à retirer toutes ces petites plantes qui viennent tout casser. Je vais faire un reportage justement dans une ville industrielle abandonnée il y a 50 ans où on voit que toute la nature a complètement
casser, en fait, la pierre, le béton. Et d'ailleurs, c'est intéressant, elle ne la casse pas, elle la digère. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un béton va s'effondrer? C'est pas parce que les racines poussent et l'éclatent, pas vraiment, pas toujours en tout cas. C'est surtout parce que la plante va développer son propre petit humus, c'est-à-dire elle va développer des bactéries, c'est un microbiote, donc un intestin quelque part. Et c'est cet intestin qui va commencer, ce sont les bactéries qui sont le produit de cet intestin qui vont commencer à digérer la pierre ou à digérer le béton. C'est-à-dire que véritablement, au sens propre, les plantes digèrent la ville. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est essayer d'éliminer ça pour créer des choses qui nous semblent éternelles. Et donc, c'est ça ma réponse. C'est, on a peur de la corruption, sens philosophique. On a peur de la... Et c'est normal, on a peur de la mort, on a peur de la décomposition. Et donc, on essaye de créer des environnements non corruptibles, non corrompus. On élimine justement ce mouvement perpétuel de l'humus. Et ça, c'est quelque part... Ça suppose, pour se réconcilier avec ça, une vraie transformation existentielle qui n'est pas facile, parce que c'est aussi très angoissant. Merci beaucoup, Gaspard. Votre parcours est vraiment inspirant, parce que c'est celui d'un itinéraire d'un libéral qui devient écologiste et qui n'est pas si fréquent aujourd'hui. Il faudrait que vous arriviez à rencontrer Donald Trump pour le convaincre. Je ne sais pas s'il est très libéral non plus. Hein. Comment convaincre précisément les libéraux d'arrêter de détruire nos ressources limitées, puisqu'ils sont rentrés dans une course effrénée, quitte à laisser la politique de la terre brûlée pour leurs successeurs, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, première question. Et deuxième question sur le droit de la propriété, est-ce que la notion de bien commun, de l'humanité, les océans, etc., peut se substituer finalement au droit de propriété individuel tel qu'on le connaît aujourd'hui? Je commence par la deuxième question. C'est le prochain roman que j'écris qui sera Aqua. Après Humus, Aqua, je vais faire les 4 éléments, peut-être le 5e si je le trouve à la fin. C'est autour de l'eau, et donc c'est vraiment autour de la notion de commun. Et les communs qui ont été donc définis par Elinor Ostrom, qui est le prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années. C'est vraiment une alternative entre le marché et la propriété et l'État et la répartition administrée. C'est vraiment l'alternative. Il y a 3 possibilités, marché, État ou commun. Et donc, comment on gère un commun? C'est vraiment très intéressant. Alors, les communs, c'est souvent, traditionnellement, c'est les communaux, c'est-à-dire les forêts, les pâturages ou les ressources halieutiques, les zones de pêche, y compris dans un village. Et donc, en fait, les gens voient le risque que si tout le monde ne pense qu'à son propre intérêt, très rapidement, le commun, la pâture commune va s'effondrer. C'était pour ça qu'il y a eu dans le XVIIIe siècle, au XVIIe, déjà en Angleterre, le mouvement des enclosures. On a dit, non, les pâturages communs, ils sont dévastés parce que les gens, chacun y va avec son mouton, et donc à la fin, il n'y a plus rien. Et donc, il faut le rediviser en propriété privée, parce que la propriété privée, c'est un mécanisme d'intéressement qui fait que chacun va préserver sa petite parcelle. Mais il y a une alternative à ça, c'est les communs, où se créent de manière floue des institutions démocratiques où les gens discutent et disent, bon, on va répartir les tours d'eau, on va répartir les zones de pâturage, et on fait ça dans des assemblées où on parle. On délibère. Ça prend du temps, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Le marché est probablement plus efficace, mais c'est ce qui est de plus soutenable. Parce que tout le monde s'approprie la règle. Et la règle, elle naît un peu par consensus. Et c'est ce qu'on faisait dans les huertas de Valence. Pendant 1000 ans, l'eau, elle a été répartie comme ça par des tours d'eau qui sont délibérés dans des assemblées qui ont leurs règles, mais c'est des règles évolutives. Ce n'est pas des règles qui sont gravées dans le marbre. Et c'est des règles qui sont ensuite respectées et qui se font respecter par la population entière, qui y a intérêt. Donc il n'y a plus besoin de police là, dans ce cas-là, parce que chacun s'est approprié la règle. Si votre voisin il dépasse son tour d'eau, vous êtes le premier à lui sauter dessus en disant « t'as pas le droit ». Donc c'est très intéressant, mais c'est très local. Alors la métaphore qui consiste à faire des communs, l'océan, ou les communs numériques et tout ça, je vois la cohérence intellectuelle, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je m'interroge sur le plan pratique, parce que les communs vraiment supposent une logique de délibération très en petits groupes, quoi. C'est très physique, c'est vraiment 50, 100 personnes, 150, après c'est fini, ça marche plus. Alors sur l'océan, je ne sais pas comment ça peut marcher vraiment. Mais sur le plan philosophique, je suis très favorable évidemment à cette approche. Maintenant, comment convaincre? Ça, j'en sais rien, par le genre de discours que je tiens aujourd'hui. Après, je vois très bien la résistance. Déjà, les libéraux, des vrais libéraux, il n'y en a pas beaucoup en France.
Et les vrais libéraux, attention, hein, c'est quand même une philosophie politique, c'est des gens qui défendent l'état de droit, c'est pas Trump. Des gens qui ont confiance en la nature humaine. Moi, j'ai longuement plaidé pour le revenu universel, qui est une vraie politique libérale, on pourrait en reparler. Donc bon, c'est quand même quelque chose de très humaniste, et c'est pas comme vous le disiez très bien, le néolibéralisme marchand. Mais néanmoins, les libéraux ont, pour les raisons que j'ai évoquées au début, un gros problème à penser l'écologie. C'est pas dans leur tradition personnelle, intellectuelle, j'allais dire familiale. Enfin, c'est pas quelque chose qu'ils rencontrent souvent. Et moi-même, j'ai passé quand même 10 ans à être dans le débat public. Dire tout ce que je dis aujourd'hui était déjà connu, les livres sur le sol étaient déjà écrits, et ça m'avait complètement échappé. Et donc, à un moment donné, il faut une espèce de conversion personnelle. Moi, ça a été le voyage à cheval, mais je ne peux pas demander à tout le monde de prendre un cheval et de traverser la France pour faire son chemin de Damas. En revanche, ce que j'aimerais leur rappeler, c'est que quand même, au cœur du libéralisme, il y a une idée qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de dogme. C'est constamment en évolution et qu'il faut se laisser quand même la liberté personnelle de changer d'idée, de se tromper, d'accepter les objections. Et après, d'un point de vue, je veux dire, pratique, ma position, je pense, a un intérêt quand même dans le débat public. C'est que j'ai une chronique aux Échos, par exemple. Bon, les Échos, c'est plutôt lu par des libéraux, avec plein de guillemets, hein, mais ça va du centre-gauche au centre-droit, c'est une population de cadres un peu qui se pensent raisonnables. Et je vois que quand j'écris des textes, alors j'essaye de ne pas en faire toutes les semaines, c'est ma tentation, un peu radicaux, du point de vue écologique, les gens, mes lecteurs, se disent, ça marche toujours très bien, même si c'est complètement orthogonal par ailleurs avec la ligne de la rédaction qui dit formidable, le secteur de l'aviation est en plein boom, parce que les gens se disent j'ai enfin le droit de penser ça. J'avais envie de le penser, je suis gêné par la notion de croissance, je suis gêné par la destruction des écosystèmes, mais les gens qui tiennent ces propos aujourd'hui sont inaudibles pour moi. Et moi je leur donne un espace qui est un peu le leur, qui parle avec leurs termes, en citant Tocqueville, tout très bien, mais qui leur permet, eux aussi, de se radicaliser sur ces sujets. Et donc, un peu ce qu'a fait Jean Covici sur la question du carbone et de l'énergie. Il a dit, attendez, je vous parle en tant qu'homme rationnel, je vous dis que c'est un problème très grave, et pas en tant que zadiste décroissant, même si j'ai de l'amitié pour les zadistes décroissants aussi. Et voilà, et donc je pense que c'est une position qui me permet justement d'ouvrir des petites fenêtres de pensée chez des gens qui, auparavant, ne voulaient pas entendre parler du tout de... Je ne vais pas citer les noms, mais enfin j'en ai un qui est un ultra-libéral, intéressant d'ailleurs, mais incapable d'entendre le moins de discours sur l'écologie, mais parce que je le dis moi, parce qu'il me fait confiance, bon, il commence vaguement à se poser des questions. Donc, toujours ça de gagner. Nous découvrons l'entrisme écologique dans la presse économique. Une dernière question, François. D'abord vous, monsieur, puis François, comme il a déjà parlé. Brièvement. Bonjour monsieur, je vous remercie pour cette sensibilisation à l'humus, mais la réaction, on corrige nos erreurs. Est-ce que ce n'est pas à l'état mondial qu'on doit éventuellement coopérer et voir comment on pourrait sauvegarder? Alors, très récemment, au niveau de l'Union européenne, il y a eu des décisions de marquer une pause concernant les 2 dernières directives de devoir de vigilance à consonance écologique et de durabilité. Au fait, on marque une pause, 2 ans, parce qu'il y a eu des groupes de pression qu'on appelle lobby. Il s'agit d'être réaliste et pragmatique au niveau des échanges avec la Chine, les États-Unis, etc. Ça ne pouvait plus marcher. Les pressions étaient vraiment très fortes. Donc, est-ce que l'avenir, c'est pas avec plus de coopération et plus d'incitation et plus de dialogue, parce que si la Chine ou l'Inde ou les États-Unis continuent à polluer, ben, ça n'ira pas chez nous. Et il y a des conséquences socio-économiques. Le GIEC, le groupe d'experts internationaux, a été créé il y a 37 ans. Les accords de Paris, près de 200 pays signataires, 2015. Mais on voit que surtout dans un contexte géopolitique fragile et incertain, c'est pas facile. Donc je retourne pour sauvegarder l'humus. Merci pour la sensibilisation. Est-ce que c'est pas plus dans la coopération internationale à l'échelle mondiale et plutôt incitative et non coercitive? Merci beaucoup.
Oui, ça, incitatif, coercitif, je trouve qu'on oppose un peu beaucoup des termes qui, dans la pratique, reviennent un peu au même. Mais... Alors, bon, moi je suis kantien, cosmopolitique, et donc je serais ravi qu'il y ait un grand gouvernement, enfin en tout cas une sorte de peut-être pas un gouvernement mondial, d'ailleurs Kant était hostile à un État mondial, mais enfin une forme de coordination mondiale, puisqu'aujourd'hui évidemment, les grands sujets de l'humanité, l'IA, le nucléaire ou l'écologie, c'est des sujets immédiatement globaux, et donc il serait tout à fait rationnel que nous ayons un grand forum, une vraie ONU verte, et certains imaginent ça, l'ONU verte, qui permettent de normer et d'égaliser la situation entre les différents pays. Donc dans l'idéal, pas de problème. Je vois que tout va en sens opposé aujourd'hui et que l'ordre international se délite complètement. Alors peut-être pour mieux se recréer plus tard, mais enfin c'est un peu compliqué de parier là-dessus. Et donc en attendant que ce bel ordre cosmopolitique se reforme, je suis, vous voyez, en tant que libéral, il faut quand même que je fasse du chemin pour vous dire ça. Je ne peux être que favorable à une vraie remise en cause des accords de libre-échange, parce que les agriculteurs ont 100% raison de dire qu'ils ne peuvent pas accepter des normes qui ne sont pas appliquées à des produits qui sont par ailleurs importés dans le pays. C'est évident, complètement évident. Les agriculteurs, ils ne sont pas du tout contre la transition agroécologique. Je leur parle beaucoup, je fais des conférences devant les céréaliers de Seine-et-Marne, dans les coopératives, donc ce n'est pas du tout de la Confédération paysanne. Ils savent très bien qu'il y a un problème avec les sols. Ils préféraient ne pas mettre de pesticides, ne pas sortir le pulvérisateur. Mais simplement, ils sont dans un contexte de concurrence mondiale où les autres n'appliquent pas les mêmes règles. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est les clauses miroirs. C'est complètement légitime. Les clauses miroirs, c'est ça. C'est vous interdisez ou vous taxez, je ne sais pas, vous interdisez plutôt d'ailleurs les produits qui ne respectent pas les normes qu'on se donne nous-mêmes. Et à partir de là, vous pouvez y aller avec les normes agroécologiques. Nous, on ne sera pas contre. Puis éventuellement d'ailleurs en modifiant aussi le système de subvention qui est aujourd'hui un peu contradictoire avec cet idéal-là. Mais... Donc voilà, tant qu'on n'a pas le grand État mondial, il faut assumer de se refermer pour appliquer ces normes-là chez nous. Et j'en profite pour dire sur la question agricole, donc, quand j'ai fait ce trajet à cheval, j'étais beaucoup accueilli dans des familles d'exploitants agricoles qui logeaient mon cheval et le cavalier sur un canapé ou une botte de foin. J'ai beaucoup écouté, évidemment, ce qu'ils me disaient. Et je compatis totalement avec, disons, la sensation d'oppression bureaucratique dont ils sont victimes. Totalement vrai. L'agriculteur passe un tiers de son temps à faire de la paperasse, à appliquer des choses qui sont totalement déraisonnables sur le terrain. Mais simplement, il ne faut pas confondre la nécessaire simplification, pour laquelle j'ai beaucoup plaidé, et l'allègement des normes. Le gouvernement confond les deux. Il dit on va simplifier, on vous enlève les normes qui vous embêtent. Mais non, simplifier, c'est pas ça. Une norme simple est une norme beaucoup plus contraignante qu'une norme complexe. Si demain je dis j'interdis les intrants chimiques, c'est très simple. C'est la norme la plus simple possible. Mais c'est une norme extrêmement dure et contraignante. Donc simplifier, c'est au contraire rigidifier quelque part. Et complexifier, c'est permettre une espèce de faire rentrer plein d'injonctions contradictoires qui, in fine, rendent les gens fous, mais qui permettent de s'accommoder des choses. Moi, la norme pour laquelle je plaide sur le plan agricole, c'est une norme sur la santé des sols. On sait mesurer, encore une fois, la santé d'un sol. Si vous dites demain, que ce soit par du fiscal ou du réglementaire, ou de l'incitatif, du coercitif, ce que vous voulez, si vous dites demain, le critère que doivent respecter les agriculteurs, c'est d'améliorer la santé de leur sol. En fait, vous pouvez faire sauter tout le reste. Les zones humides, les zones d'épandage et tout ça. Parce qu'en fait, les agriculteurs seront obligés, quand vous leur donnez cette obligation de résultat hyper puissante, seront obligés de trouver des moyens vertueux pour y parvenir. Et là, tout est possible. Vous avez des agriculteurs qui, en mettant un peu de glyphosate, mais sans labour, ont des sols plus vivants, plus sains, que des agriculteurs bio, qui, pour enlever les adventices, mécanisent énormément leur exploitation. Bon, et le critère, c'est la santé du sol. S'ils obtiennent un sol plus vivant, tant mieux. On va les laisser. Voilà, ça permet de ne pas être dogmatique sur l'utilisation des moyens.
Bien, merci. On va en rester là. Naturellement, on pourrait continuer à échanger de manière informelle, s'il le veut bien, avec Gaspard à la sortie. Et en attendant, je cède la parole à Thierry Zaveroni, le grand maître de la Grande Loge de France. Merci, Monsieur Koenig, pour cette très très belle sensibilisation. Alors visiblement, je sais que c'est la première fois que vous venez dans un temple maçonnique. Alors je voudrais vous dire quelques mots. Premièrement, vous dire que lorsque nous avons un cherchant qui fait une démarche au sein d'une obédience et en Grande Loge de France, lorsqu'il est reçu chez nous, le premier voyage qu'il fait, c'est le voyage de la Terre. Et donc, il y a une connexion à cet humus, ce besoin de se reconnecter à ses propres racines, un retour aux sources. Donc, la première partie de votre intervention a parlé à l'ensemble des participants, en tout cas, sœurs ou frères, qui ont bien saisi l'intérêt de votre intervention. Ensuite, j'ai pu observer hier soir, en regardant un petit peu quelques éléments sur votre conférence, que le mot humus, en fait, il disparaît du langage au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et en fait, on le voit revenir ensuite, à l'époque des Lumières. Donc, c'était intéressant d'observer cela. Et vous dire aussi que votre sensibilisation, elle nous parle, d'autant plus que pour ma 3e et dernière année de mandature, j'ai proposé comme réflexion à la question étude des loges, nos loges symboliques, l'humain, le vivant et la planète. Et de nombreuses loges se sont manifestées à mon endroit pour me dire que le sujet était extrêmement complexe, mais qu'au-delà de ça, ça leur permettait également de travailler pour les générations futures, en tout cas dans la réflexion. La première année, on a travaillé sur la fin de vie. La deuxième année, nous avons travaillé sur l'intelligence artificielle. Cette année, sur ce triptyque-là. Et on essaie, si vous voulez, nous, francs-maçons, bien sûr, de se construire dans un espace intergénérationnel, personnel, mais aussi, lorsque nous clôturons nos travaux, le président nous invite à porter à l'extérieur ce que nous venons creuser, puiser dans nos loges symboliques. Et donc, cette sensibilisation, elle est importante. Alors, j'avais une question, et ça sera sûrement la dernière, mais est-ce que vous faites ce type de conférence également auprès de la jeunesse? Parce que ce qui est important, c'est aussi de sensibiliser les plus jeunes. Nous, les adultes, c'est bien, on a une capacité je dirais, à appréhender les problématiques, mais notre jeunesse, aujourd'hui, a besoin, à mon sens, d'être orientée, d'être guidée. Et je finis. Vous avez pu observer que nous avons un musée qui vient d'être donc finalisé. Et j'avais reçu, il y a quelques jours, la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, en évoquant donc l'importance pour nous de ce musée. Et la demande d'être reconnu comme musée de France. Nous avons eu l'occasion d'être reçus vendredi dernier par la commission du Haut Conseil du ministère de la Culture, et devant 25 personnes qui composent donc cette commission, nous avons évoqué le pourquoi du comment de ce souhait avec la conservatrice de la Grande Loge de France. Et une question que j'ai suscitée, si vous voulez, c'était pourquoi ce label? Avant tout, au-delà des subventions, au-delà de pouvoir échanger les collections, d'être accompagné dans les restaurations, c'est parce que ça nous permettait de recevoir les scolaires. Et parce que là aussi, par ce prisme-là, ça nous permettrait à nous de démystifier ce qu'est la maçonnerie auprès des plus jeunes. Et je pense que vous êtes jeune, vous êtes dynamique. Oui, non, mais voilà, c'est important. Et je veux dire qu'on n'a pas le même rapport avec la jeunesse quand on a 70 ans et quand on a 40 ou 30 ans. Et je pense que votre démarche, elle est importante aussi auprès des scolaires, auprès des jeunes. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Avant de vous remettre donc cet ouvrage qui retrace les 3 siècles d'histoire de la Grande Loge de France, ce qui vous permettra de bien appréhender notre rite avant de passer sous le bandeau chez vous. Voilà.